de retour dans l'Africa Newsroom. Malik Acher, notre éditorialiste, est revenu. C'est Alfred Chango qui lui a laissé sa place. Notre invité médecin pédiatre, M. Chatu Kamga, est également toujours avec nous, ainsi que notre avocat, ancien président des avocats du TPIR, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, Maître Reti. Et en Côte d'Ivoire, les citoyens doivent se rendre aux urnes. Ce sera ce 30 octobre pour voter la nouvelle constitution du pays par voie référendaire. Les partis de l'opposition veulent un retrait pur et simple de ce projet. Ils avaient prévu une marche de protestation ce 20 octobre à Abidjan, une manifestation qui a été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Un nouveau rassemblement est pourtant à prévoir. Reportage Olivier Conan. L'opposition ivoirienne plus que jamais déterminée à faire échec au projet de nouvelle constitution du pays. Réunis au sein du Front du Refus et du Code, collectif de l'opposition démocratique, les partis politiques d'opposition ont tenté de marcher de la commune d'Adjamé à la place de la République dans la commune du Plateau. Interpellés Manu Militari, les leaders de l'opposition ont été tous relâchés selon le responsable de la communication du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour les opposants, la répression de la marche n'entame pas la détermination à combattre le projet de nouvelle constitution jugé inopportune. Nous sommes partis d'abord pour montrer au peuple de Côte d'Ivoire que la constitution, là, c'est notre sang. Et qu'on ne peut pas ruser avec le peuple de Côte d'Ivoire. Donc nous avons été réprimés. Ce n'est que le début. Le combat ne fait que commencer. Et nous irons quand même, nous ferons tout pour obtenir le retrait de ce texte-là. C'est notre droit à nous de manifester pour dire non à cette constitution que M. Ouattara veut nous imposer. En fait, nous sommes dans une monarchie et pour pouvoir rendre légale la monarchie, il veut la constitutionnaliser, donc une monarchie constitutionnelle. Et nous ne pouvons pas autoriser cela. Pour les partis de l'opposition ivoirienne, la nouvelle constitution, voulue par le président de la République Alassane Ouattara, consacre un recul de la démocratie en Côte d'Ivoire. En plus de remettre en cause les acquis démocratiques, elle instaure de nouvelles institutions jugées inutiles et budgétivores. Il propose 2 bulletins. Ce que nous avons obtenu depuis des luttes, à arriver au bulletin unique pour que la démocratie soit. Et c'est la CEI, et c'est le gouvernement. Et on nous impose deux bulletins. Nous savons ce qu'il y a derrière 2 bulletins. Vous avez déjà un Parlement qui n'a pas grand-chose à faire puisque le gouvernement le domine complètement. Il va ajouter une seconde chambre au Parlement qu'il appelle Sénat, dont il va nommer lui-même le tiers, et les 2 autres tiers seront élus à un suffrage indirect, donc par des maires et des députés issus de son sérail. Donc c'est lui il multiplie le Parlement, il dilue le pouvoir du député et du parlementaire et il renforce le sien. Les partis membres du Front du Refus et du collectif de l'opposition démocratique projettent un meeting le 22 octobre à Yopougon. Objectif, mobiliser la population contre le projet de nouvelle constitution soumis à référendum le 30 octobre 2016. De la Côte d'Ivoire, Malik, imaginez-vous que ce projet de nouvelle constitution fasse autant de bruit et mobilise autant de protestataires ? Oui, c'est logique quand on a une opposition qui reste forte. Ce n'est pas parce que le président Ouattara a été confortablement élu que l'opposition n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ces plus fervents détracteurs, c'est ceux qui sont membres de l'opposition, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a eu une volonté quand même politique d'avoir une constitution consensuelle qui, je dirais, rassemble le plus grand nombre de partis. Il y a eu cet appel d'Alassane Ouattara justement aux partis d'opposition et notamment de celui de M. Afin Guessan de venir à la table et de discuter des dispositions de cette constitution. Alors bien sûr, le débat doit avoir lieu, il faut qu'il se fasse dans une sérénité parce que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'instabilité et de violence. Malik, le pouvoir a-t-il bien manœuvré en annulant les rassemblements de l'opposition? Est-ce vraiment une bonne stratégie? Il y a même des opposants qui ont été interpellés. Oui, ça reste une situation qui est très compliquée parce que là, on touche un point qui est sensible. Et quand on parle de constitution, on parle de l'avenir du pays. Et donc, oui, c'est regrettable de voir qu'il y ait ces arrestations-là. Ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on commande ce style d'actualité. Mais j'espère qu'il y aura, je dirais, un appel encore au dialogue. Parce que si on reste dans cette situation-là, on risque justement d'avoir des tensions entre justement une partie de la population qui risque de ne pas, je dirais,
une partie, je ne le souhaite pas, mais une partie qui souhaitera peut-être se radicaliser et qui va desservir justement les opposants qui veulent, je dirais, s'exprimer de façon pacifique, parce qu'il y en a. Et donc, c'est toujours les radicaux qui font le plus de bruit. Alors, Maître Réty, vous vouliez dire un mot? Moi, je voudrais dire que, bon, généralement, les questions constitutionnelles sont traitées par la personne qui le présente au référendum en disant « voilà mon idéologie à moi que je voudrais éventuellement faire passer ». Mais les gens oublient, souvent les hommes politiques oublient que la Constitution, c'est finalement le cœur même du souverain primaire. C'est le seul moment où le peuple s'exprime et dit ce qu'il veut. Bon, généralement, et dans le cas d'espèce, on voit les gens s'appeler à gauche, à droite, mais seulement la concertation entre hommes politiques n'enlève en rien le choix des populations. Le problème maintenant, le fondamental, c'est de savoir si le choix de population était différent, effectivement, différent du choix de ceux qui ont proposé ces référendums, est-ce qu'ils vont le respecter? Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de protestataires, donc on craint que le taux de participation soit justement très très faible. Ce sera le 30 octobre si le oui l'emporte, Monsieur Chatu-Kamga. Ne craignez-vous pas que la nouvelle constitution ne vienne fragiliser une unité nationale qu'on connaît en Côte d'Ivoire très très fragile? Oui, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu quand même. On ne l'a pas oublié. Je pense que le dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir, ce dialogue est le bienvenu. Je pense que ce que j'ai pu comprendre, ce qui cloche beaucoup dans la Constitution, c'est les 1/3 des sénateurs qui seraient éventuellement élus par le président de la République. Je pense que c'est un point dont les opposants ivoiriens évoquent beaucoup, et je pense que les deux partis devraient s'attendre, au moins se réunir, s'entendre sur ce point-là pour pouvoir aller ensemble présenter la Constitution. Le peuple pourra trancher cette fois-là. Justement, Maître Réty, allez-y rapidement. Justement, encore une fois, j'ai comme l'impression que, bon, vous voyez, ici, on est en train de parler de la Constitution. C'est un peu comme les assureurs vous présentent éventuellement un contrat d'assurance où il y a des histoires qui sont écrites en petit, et par la suite, vous vous dites, non, ce n'est pas moi qui ai signé ça. Il faut poser des questions claires au peuple et, au besoin, faire voter le peuple, point par point, sujet par sujet. Bon, là, au moins, on peut savoir exactement de quoi le peuple a besoin. Mais je suis sûr et certain que s'il y a des protestations, la question, c'est de savoir, effectivement, est-ce qu'on est allé à la recherche, effectivement, de ce que veut l'Ivoirien, l'Ivoirien moyen? Est-ce qu'on va lui donner la possibilité de se prononcer et de respecter son vote? Alors, Malik, l'opposition à ce projet est claire. Elle estime que cette nouvelle constitution fait reculer la démocratie dans le pays. Elle parle même d'une constitution qui serait rétrograde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, le rôle de l'opposition, parfois, c'est aussi d'essayer de revenir sur le plan politique, revenir sur le premier plan politique. Je ne dis pas que l'opposition se sert de la Constitution, la question de la Constitution, pour revenir sur le plan politique, sur le premier plan. Il faut que ce débat soit sur la place publique. Je pense qu'on aurait pu laisser un peu plus de temps, justement, au débat sur cette Constitution. Peut-être que le temps manque pour discuter des points, justement, on parlait du tiers présidentiel. Le tiers présidentiel qui est d'ailleurs entre guillemets, un détail qui provoque beaucoup de tensions, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays. Donc il faudrait peut-être un peu plus de temps. Moi, je dis qu'il faudra regarder ces indicateurs de la participation. Vous avez raison de parler de la participation. Si la participation est forte et si le oui est massif, là, on aura vu que finalement, la Constitution a, je dirais, plus rassemblé que divisé. Et au Sénégal, le taux de bancarisation strict, c'est-à-dire le nombre de titulaires de comptes au niveau des établissements de crédit, a enregistré une baisse de 1,36% en 2015 selon la BCEAO. Comment expliquer ce recul? Élément de réponse dans ce sujet qui nous a été préparé par Oumou Kelsomba. Selon un rapport de la BCEAO, le taux de bancarisation du Sénégal est passé de 18,34% en 2014 à 16,98% en 2015, soit une baisse de 1,36%. Les experts évoquent comme facteur explicatif le faible revenu des Sénégalais, les agios, c'est-à-dire les frais perçus par une banque à l'occasion d'opérations régulières qui sont assez élevés. Le travail d'assainissement au niveau du système bancaire sénégalais justifierait également le repli du taux de bancarisation en 2015. Pour épargner, il faut aussi avoir les moyens de bien consommer, mais aussi d'avoir un petit bénéfice qu'on garde. Les Sénégalais, globalement, ne sont pas si riches que ça, malgré une loi quand même
qui a été en place depuis, je crois, 3-4 ans, qui oblige, par exemple, les fonctionnaires à être bancarisés. Et ce taux baisse simplement parce qu'en fait, les conditions exécrables aussi, administrativement parlant des banques, je rappelle que les banques financent pas plus de 15% de l'activité économique au Sénégal. Ce qui fait que même les entreprises ont des problèmes. Depuis plus d'une décennie, les mutuelles d'épargne de crédit s'inspirent des pratiques des établissements bancaires sénégalais. Elles occupent de plus en plus une place importante dans le cadre de la collecte de l'épargne et de la distribution de crédit. D'ailleurs, le taux d'accès à la microfinance au Sénégal s'est établi à 45,51% en juin 2016. Maintenant, la grande masse, plus de 70% de la population n'ayant pas les moyens, se tourne vers la microfinance. En fait, c'est vraiment ces petites maisons de quartier qui ne sont pas difficiles d'accès d'abord, mais ensuite qui font de petits financements qui ne dépassent pas très souvent 1 million ou bien 500 000. Et ce sont quand même des populations qui ont besoin de ce petit montant-là pour faire un petit business de quartier. Et c'est pourquoi les microfinances aujourd'hui dament le pion, effectivement, aux grandes banques dont les conditions sont restées, à mon avis, extrêmement stables. Le taux moyen annuel de bancarisation au Sénégal ne dépasse pas les 15%. Pour faire progresser ce taux jugé relativement faible, les experts préconisent la bancarisation de l'activité commerciale, que les banques allègent les garanties et les taux d'intérêt qui se situent entre 12 et 13%. Avant de parler de ce recul de 1,35%, parler du taux de bancarisation générale au Sénégal, il est de 15%. Maître Réty, c'est quand même un véritable échec, 15% de la population sénégalaise qui est bancarisée à l'heure actuelle. Bien, l'explication est simple. Si j'ai 50 euros et que j'ai besoin de ces 50 euros immédiatement et que demain je ne suis pas sûr qu'avec ma carte bleue je peux le retirer au distributeur, etc., pourquoi voulez-vous que je dépose cet argent à la banque? Dans un des pays, d'ailleurs dans une des provinces du Congo, il y a eu pratiquement une file interminable des gens qui attendaient justement d'être payés à la banque, tout simplement, mais la banque ne pouvait pas le faire parce que le gouverneur est venu et il a pris tout ce qu'il y avait comme masse monétaire en liquide et ce n'était qu'un crédit qu'il a demandé à la banque. Donc il n'y avait plus d'argent. Comment voulez-vous que dans ces conditions, les gens se délestent de ce qu'ils ont pour pouvoir éventuellement aller le quémander après? Oui, Monsieur Chatu Kamga, et on parle souvent de ce manque de confiance des populations dans les institutions bancaires. Est-ce que le système bancaire qu'on est en train d'implanter en Afrique est le bon modèle? Je pense qu'il y a trop de mutuelles, il faudrait déjà avoir la crédibilité de ces mutuelles. Je vais aller plus loin. Comment vous voulez que quelqu'un se bancarise s'il n'arrive pas à manger, s'il n'arrive pas à subvenir à ses besoins quotidiens? Pour cela, il faudrait une forte classe moyenne, ce qui n'est pas le cas. Je pense que tant qu'il n'y aura pas cette forte classe moyenne, ce processus de bancarisation ne pourra jamais évoluer. En plus, Malik, on parle souvent du manque de banques sur le continent africain, notamment aux zones rurales. Pourtant, le nombre d'établissements financiers augmente sur le continent africain. D'ailleurs, environ 8000 agences bancaires supplémentaires devraient ouvrir en Afrique d'ici à 2020. Le nombre d'établissements financiers augmente, mais le taux de bancarisation ne suit pas toujours. Pourquoi? Justement, il y a un problème de répartition de guichets. Il y a cette augmentation parfois. On observe une augmentation justement des guichets, des distributeurs de billets, mais finalement, on voit qu'il n'y a pas ce taux de bancarisation qui est boosté, justement parce qu'il y a cette classe moyenne qui tarde à venir. Elle existe dans d'autres pays, cette classe moyenne. Mais par exemple, au Sénégal, elle tend à ne pas émerger rapidement. Et le problème, c'est que Maître Réty parlait d'une chose qui est très vraie, c'est que quand un Sénégalais ne voit pas son intérêt à déposer de l'argent en banque, il ne déposera pas son argent en banque. Quand le domaine de l'informel est très important et que draine de l'argent et une masse monétaire incroyable, ceux qui sont actifs dans la manne justement informelle ne verront pas d'un intérêt de placer leur argent dans leur banque. Donc il faudrait, je dirais, une certaine psychologie de certains, je dirais, une volonté politique pour permettre à ces personnes-là qui activent dans l'informel à déposer leur argent dans les banques parce que ça permettra de financer l'économie. C'est très difficile parce que vous avez parfois des taxes qui sont excessives, un impôt qui est excessif pour ces personnes-là qui travaillent dans l'informel et qui ne voient pas du tout l'intérêt de se mettre dans le formel. Malik, merci pour vos analyses. Merci Mira, ce fut un plaisir. Merci à vous également, Monsieur Chatu Kamga. Je rappelle que vous êtes pédiatre. Merci. Merci.
Et merci à vous, Maître Réti, pour votre participation à cette émission. Je rappelle également que vous êtes ancien président des avocats du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Merci Amira et merci pour vos téléspectateurs. Et vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous suivre chaque soir.